suppose que si vous êtes là, c'est que vous posez quelques questions suite à des échos divers qu'on a pu tous avoir dans la presse et qui amènent à se poser des questions, nombreuses, je pense, j'espère. Bon, on a entendu plein de choses dans la presse, donc juste pour mémoire, un petit rappel. On y a causé de diverses attaques, de chantage, d'un directeur du Chanel dont certains ne veulent plus, d'une baisse de subventions, voire actuellement d'une rétention de subventions, encore d'une nouvelle manifestation artistique qui s'appellerait le 6 mai en 6 mai et qui serait complètement aberrante compte tenu des finances du Chanel, d'une pétition qui est en cours pour soutenir le Chanel, d'une politique tarifaire ou de projets artistiques qui ne plaisent pas, de relations conflictuelles. Et on a même évoqué dernièrement une fête d'anniversaire qui serait tenue dans les bureaux, alors qu'il s'agissait de l'accueil d'une compagnie, la compagnie de Julien Gosselin, qui venait en résidence. Bref, depuis tout ce temps, ça fait quand même plusieurs semaines que les choses s'enchaînent. Le Chanel a eu la sagesse de pas répondre, mais on arrive à un point où il nous semble important de mettre les choses au clair, parce que justement, il y a beaucoup de contre-vérités qui ont pu être énoncées, ou des vérités qui ont pu être déformées. Et donc, c'est l'objet de cette réunion ce soir. On arrive aussi à un moment charnière dans le sens où le Chanel est lié par une convention à ces différents subventionneurs que sont l'État, la région, le département et la ville. Et donc une nouvelle convention pour les années à venir doit commencer à être négociée. Et donc c'est un moment assez charnière qui est peut-être en lien avec tous ces soucis qui émergent ces derniers temps. Alors, l'objectif est clair, hein, c'est, disons que les subventions qui vont arriver vont être déterminantes pour la suite de la vie du Chanel, en tout cas sous sa forme actuelle, sa liberté actuelle, sa programmation, son énergie. Et l'objectif va être de faire en sorte que notre scène nationale ne devienne pas une scène nationale, une structure municipale qui soit masquée par un label scène nationale, mais qu'elle reste telle qu'on la connaît, qu'on l'aime. On va essayer d'avoir des questions rapides, précises. Pour y répondre, sur la tribune, nous avons l'équipe des salariés du Chanel, les administrateurs élus, représentants des usagers du Chanel, merci. Et puis il y aura aussi, je pense, des gens des grandes tables, de la librairie, des techniciens, bref, la parole sera à qui veut bien la prendre. Pour moi, le Chanel, c'est un espace culturel précieux, où en tant que militant, on recharge ses batteries, où on reprend de l'énergie un peu tous les week-ends par les spectacles qui nous sont proposés, par les rencontres qu'on peut y faire. C'est un tout, le Chanel, que ce soit la librairie, le bar, la scène, la billetterie, enfin voilà, c'est un tout. On sent bien que c'est animé par des valeurs qui sont chères, des valeurs d'entraide, de solidarité, un discours politique dans lequel on se sent bien. C'est une scène qui, en tant qu'usagère, moi, me paraît fonctionner plutôt très bien. Si je peux remarquer, les spectacles sont très souvent complets. On a des compagnies nouvelles, mais on a aussi des compagnies qui reviennent d'année en année. Donc c'est qu'elles s'y sentent bien. Depuis la petite dizaine d'années que je fréquente ce lieu, les salariés sont quand même toujours les mêmes. Donc c'est qu'il y a apparemment aussi un bien-être au travail au Chanel. Enfin bref, on se rend compte aussi qu'il y a des associations militantes qui y sont hébergées. Vous travaillez avec elles régulièrement. On se rend compte aussi qu'il y a des liens qui sont très étroits avec des structures éducatives, des centres sociaux, des collèges, des lycées, etc. Donc du coup, on comprend pas très bien pourquoi cette organisation qui semble satisfaire apparemment à beaucoup de monde, elle est à ce point-là remise en cause, si ce n'est que parce que c'est une question éminemment politique, de valeurs qui ne sont pas défendues de la même façon par le Chanel et par la municipalité. J'en viens à ma question après cette longue introduction, je suis désolée. J'ai bien compris que la municipalité de Calais avait un poids dans le financement de cette scène nationale et de ce lieu culturel. Moi, j'aimerais savoir si elle a aussi
un rôle à jouer dans la constitution de l'équipe du Chanel, que ce soit la direction du Chanel ou les employés du Chanel? Alors, je commence premier moment de réponse en tout cas. Donc moi je suis Léna Pasqualini, je suis directrice adjointe et je suis au Chanel depuis 20 ans. Alors peut-être avant de répondre à la question, revenir à 2 ou 3 choses que vous avez dites sur la possibilité que de nombreuses personnes ont d'utiliser le lieu, que ce soit à titre associatif, au titre d'individus, d'enfants, de groupes, d'écoles, d'organismes sociaux. C'est très important pour nous d'être un lieu ouvert qui réussit à accueillir voilà, tout type de personnes. Et il n'y a pas... disons, on n'héberge pas d'associations militantes, en revanche. Et donc, notre choix d'avoir ces portes ouvertes-là émane d'abord et avant tout d'une volonté d'être un lieu culturel basé sur une idée de l'accueil et non de l'accessibilité, qui est un concept assez pauvre, l'accessibilité, qui ne suffit pas en tout cas. Et pour nous, c'est beaucoup plus important de réfléchir à l'accueil et à l'hospitalité. Voilà, qu'est-ce que ce lieu-là peut raconter de ces notions. Et donc, voilà, je voulais juste revenir là-dessus pour que ce soit clair et qu'il n'y a pas une intention particulière de notre part d'héberger des associations militantes exclusivement. C'est vraiment ouvert à tout type de rendez-vous. Et il est vrai que on reçoit aussi beaucoup de demandes parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux ouverts comme nous le sommes. Voilà, c'est pas toujours facile quoi, de se réunir à Calais. Mais pour ce qui est du pouvoir qu'une mairie peut avoir sur une scène nationale et sur le choix de sa direction et de son équipe, il se trouve que les scènes nationales sont des théâtres, enfin des lieux culturels qui ont plusieurs partenaires. Il y a le ministère de la Culture qui est le partenaire historique et les collectivités territoriales, départements, régions, villes ou agglomérations. Ici, c'est la ville. Ce sont 4 partenaires. Alors certains ont un peu plus de poids que d'autres, mais ensemble, ils choisissent, ils élisent à un moment donné, lorsque le cas se présente, ils choisissent ensemble, dans le cadre d'un conseil d'administration. Alors nous, notre conseil d'administration est régi par une association de loi 1901, et donc il y a aussi dans cette assemblée-là des représentants des usagers qui sont là ce soir. Mais tout ce petit monde et tous ces partenaires choisissent un directeur ou une directrice, et ensuite c'est au directeur, c'est le propre d'un directeur de scène nationale, il a toute autonomie une fois qu'il a été choisi sur la base d'un projet pour le mettre en œuvre et pour choisir son équipe. Donc à ce moment-là, tout le temps qu'on reste une scène nationale, une municipalité ne peut pas décider ni toute seule de choisir un directeur, c'est complètement impossible, enfin, ça ne se passe pas comme ça. Et ensuite, encore moins de l'équipe qui va travailler avec ce directeur. Ça, c'est vraiment de la responsabilité du directeur. Je cède la parole à qui veut compléter. Non, je ne compléterai pas, je dirais à peu près la même chose. D'abord sur la définition, enfin, l'inventaire et ce que vous avez dit sur le projet de la scène nationale. Bravo à vous. Enfin, voilà, vous avez votre lecture, c'est une belle lecture et elle me convient tout à fait. Sur le reste, le choix, le moment qu'on vit, je trouve que c'est un grand moment. C'est-à-dire en déclenchant ce que la ville a déclenché, c'est-à-dire quand même une offensive et une attaque assez frontale, à la fois contre le projet du Chanel, le Chanel et aussi ma personne. Je pense que ça donne l'opportunité d'un grand moment d'éducation populaire. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer maintenant concernant le Chanel, au lieu d'être vu et interprété par une dizaine de représentants des usagers, eh ben, il y a peut-être 200, 300 personnes qui vont avoir la lecture des actes et des paroles qui sont posées. Et ça change totalement le contexte. C'est-à-dire que moi, les gens qui venaient continuellement me voir
en me disant mais comment on peut faire pour vous aider, la réponse que je donnais jusqu'à maintenant, c'est soyez attentifs. Lisez-nous, essayez de comprendre ce qui se passe. Et déjà ça installe quelque chose dans la ville. Ensuite, pour prolonger ce que dit Léna, le moment qu'on vit, le moment de ce désaccord, enfin, sur la subvention, c'est pas une ville qui attribue une subvention et puis une scène nationale qui dit « Oh, c'est pas assez pour ce qu'on fait ». C'est pas ça. Le moment qu'on vit, c'est un moment où une convention se termine, une convention qui a été négociée pendant plus d'1 an, et je peux vous dire, c'était négocié à la virgule près. C'est une convention qui a prévu un tableau de subventionnement que peu ou prou tout le monde a respecté, le département, la région, l'État, et où la ville, chaque année, alors la première année, ils ont levé 200 000 par rapport à leur engagement, la deuxième année 100 000, la troisième année 155 000, et là 350 000. C'est-à-dire que la question qui est posée, c'est que l'engagement de la ville n'a pas été tenu. Et cet engagement non tenu pose maintenant un problème énorme. C'est-à-dire que l'année 2022 s'est déroulée au prix d'un déficit, donc on pompe dans nos réserves. Là, pour faire quoi que ce soit en 2023, on va devoir puiser et épuiser l'ensemble des réserves, parce que cette maison, malgré ce qu'ils veulent bien dire, a toujours été extrêmement bien gérée. C'est pour ça qu'on a des réserves. Mais après, on est exempt, quoi. Et en voulant punir le directeur, voilà, mais ils ne me punissent pas moi, en fait. Ils punissent qui? Ils punissent les salariés, où il y a quand même... Voilà, enfin, je veux dire, les gens se posent des questions. Ils punissent l'emploi intermittent, ce sont aussi des salariés, parce qu'on va moins faire d'activités. Ils punissent les compagnies artistiques, parce qu'on va faire évidemment moins de spectacles, moins d'accueil. Mais ils punissent qui, en réalité? Ils punissent la population de Calais, parce que nous, on n'est pas là pour nous-mêmes. Et quand on se bat, quand on pose la question du respect des engagements, c'est pas une question pour nous-mêmes, c'est pas une question autocentrée, c'est une question pour mener le travail que l'on doit mener au service d'une population. Alors après on peut dire que ce travail est malmené, mais c'est un autre débat. Mais ils se sont engagés, quoi. Et vous verrez que dans le prochain sillage, j'ai voulu témoigner de ça, et il y aura le titre de la convention, il y aura le tableau référent au subventionnement, et il y aura la signature du maire. Enfin, vous pourrez le lire, le voir, et je pense que ça change tout de le voir. Et donc on est dans cette situation-là aujourd'hui. Et quand on se bat, pour ce qu'on se bat, franchement, c'est pas de la démagogie, quoi. C'est pour vous. Enfin, si ce lieu ne sert à personne, il ne sert à rien. Et vous voyez, on est dans une phase d'évaluation, et l'évaluation, vous êtes en train de la faire par votre présence ce soir. Là, on atteint à quelques dizaines près, peut-être même au moment où je parle, quelques unités près de 4000 signataires sur la convention. Et moi, j'ai pas bougé un œil là-dessus. La pétition. Pardon, bon, voilà, quel lapsus. Je sais pas la signification de ce lapsus d'ailleurs. Voilà, donc bon, je m'arrête parce que j'ai dit que je voulais pas trop causer, et je vais en faire des minutes et des minutes. Donc voilà ce que je voulais répondre à votre question. Xavier Wembled, je suis cheminot et je fais partie de l'intersyndicale en ce moment en lutte contre la réforme des retraites. Je ne vais pas parler longtemps, c'est juste faire un rapprochement par rapport à ce que vous vivez, et ça me plaît bien d'entendre usager. On considère en fait que ce que fait la mairie, ou ce qu'est en train d'essayer de faire la mairie, c'est un accaparement de ce service public. On a des services publics essentiels, hein. Il y a les transports, forcément je suis cheminot, je vais commencer par là, mais l'eau, l'énergie, et la culture, l'enseignement, la santé, c'est des services essentiels à une nation. Et s'accaparer la culture par le biais d'expressions un peu désuées et un peu fallacieuses nous inquiète. Alors je voudrais pas faire un gros raccourci ou un raccourci grossier, mais c'est un peu ce qu'on vit en ce moment et ce que vous vivez tous
en ce moment avec la réforme des retraites où un seul homme décide pour tout le monde et s'accapare un peu l'avenir de l'humain. Et ça nous gêne fortement. Alors on soutient fortement, on en a parlé, et c'est pour ça qu'on est présent aussi. On voulait au nom de l'intersyndicale vous soutenir, et soutenir, en fait, nous soutenir, nous, parce qu'on est très attachés à ces espaces libres pour les usagers. Voilà. Merci. Ton intervention, je te tutoie parce que, pour le dire à tout le monde, tu as grandi dans ces abattoirs, et quand on est arrivé dans ces abattoirs, tu étais tout petit à l'époque. Ce que tu viens de dire, c'est marrant parce qu'on a reçu une lettre de soutien de quelqu'un qui s'appelle Ariane Mouchkine, et elle dit dans sa lettre quelque chose qui est tout à fait identique à ce que tu viens de dire, mais ce sera dans le prochain sillage, on ne va pas lire la lettre ici, mais c'est absolument essentiel ce que tu viens de dire, et tu l'as dit avec tes mots, elle le dit avec les siens, et ça raconte exactement la même histoire. Voilà. Et je vous invite à lire cette lettre qui sera publiée dans le sillage du mois de mai. Je ne voulais pas en parler, mais j'en parle. Voilà. Ariane Mouchkine, parce que tout le monde n'est pas obligé de la connaître en même temps. Il faut toujours veiller à ce qu'on ne soit pas comme ça entre spécialistes, que tout le monde a les codes. Ariane Mouchkine, pour le dire vite, c'est pour donner une image, j'y ai pensé cet après-midi, c'est pour vous faire marrer, c'est un peu la Zidane du théâtre français. Vous voyez ? Et là, dans la salle, il y a Julien Gosselin, lui, c'est le Mbappé du théâtre français. Alors, je voulais apporter éventuellement une précision à la connaissance de tout le monde, ou ceux qui n'ont pas vu la fameuse vidéo du conseil municipal du mardi 7 février. Alors si vous ne l'avez pas vue, elle est toujours visible vraiment à la fin de la vidéo. Moi j'ai été surpris par... donc après une présentation d'un conseiller d'opposition justement qui disait « mais qu'est-ce que vous voulez au Chanel ?» quoi, en s'adressant à Madame Bouchard. C'est dans la réponse de Monsieur Pestre que j'ai été très surpris. Alors je le cite: « Nous ne sommes jamais intervenus sur la programmation du Chanel, même si, comme ce week-end dernier, donc on est en février, celle-ci est proche parfois de la posture politique ou partisane. » Et là je me suis demandé ce qu'il voulait dire, quoi. Donc je suis allé voir dans les 2 derniers spectacles qui étaient programmés à cette époque-là. Et franchement, il n'y avait absolument rien de... Il y avait de la gastronomie, puis il y avait autre chose, enfin, absolument rien à voir. Et je me suis dit, mais en fait, il parle de quoi? Et j'ai fini par trouver, en fait, il parlait de la commémoration, c'est-à-dire une marche qui a permis de soutenir les personnes mortes ou disparues à la frontière. Donc il s'agissait d'un problème de migration. Et en fait, dans sa réponse, Pascal Pestre, pour moi, il parle de ça. Et quelque part, ça explique aussi ce qui les dérange, que ce soit lui ou Madame Bouchard, tout comme une intersyndicale contre la réforme des retraites qui termine 2 voire 3 fois au Chanel. Évidemment que ça la dérange. Voilà. Et donc, c'était pas vraiment une question. Si j'ai une question, quelqu'un peut y répondre. J'ai entendu souvent dire que Madame Bouchard n'avait en fait jamais mis les pieds au Chanel. Est-ce que quelqu'un peut confirmer ou infirmer? Merci. Donc juste sur la première chose qui n'est pas tout à fait une question, la marche de commémoration, comme elle s'appelait, n'a pas eu lieu au Chanel, mais l'espèce de relation à ce lieu a été faite parce que c'est un jour où on a prêté un pavillon à l'association Secours catholique. Et donc je pense que, enfin voilà, le fait de permettre à des associations donc d'utiliser les locaux et de se réunir n'engage pas la programmation artistique du Chanel. Donc voilà.
Et si, elle est déjà venue une fois ou deux, Natacha Bouchard. Oui, mais c'est vrai qu'il y a des attaques, moi aussi j'essaye de les décoder. Et par exemple, j'ai une autre hypothèse que Léna sur ce truc de spectacle, je ne sais pas comment ils ont appelé ça, engagé. En fait, c'est qu'à l'époque, on avait prêté 2 mètres carrés de macadam pour que des gens installent un four et fassent du pain qui était livré gratuitement pour les associations qui donnent à manger aux exilés, et pain qui était vendu à prix libre le samedi soir des spectacles. Donc mon hypothèse, c'est en relation avec ces 2 mètres carrés de macadam qui ont été prêtés là à côté de la terrasse couverte. Après, sur la présence de la mer, moi je comprends, franchement, je comprends tout à fait qu'un maire n'ait pas le temps de venir au spectacle. Moi j'ai rien à reprocher à ça. C'est son truc ou c'est pas son truc, et si c'est pas son truc, franchement je respecte ça. Je pense que être maire de Calais, c'est vraiment, d'abord c'est pas une sinécure, et ensuite c'est vraiment du temps nécessaire pour mener à bien sa fonction, et que quelqu'un se repose le week-end. Si elle se repose le week-end, je comprends tout à fait ça. Mais sur le point factuel, spectacle où on prend un billet et on rentre dans la salle, Madame Bouchard n'est jamais venue, ça c'est clair. Elle est venue une fois dans la cour à feu d'hiver, et une fois un peu imposée par sa présence imposée par Xavier Bertrand, qui l'a obligée à venir. Et pour le reste, ce qui est peut-être un peu plus dommageable, c'est que les gens, les services, alors il n'y a pas d'adjoint à la culture, c'est un adjoint à l'attractivité du territoire, donc il n'y a pas un service de la culture, il y a le directeur général des services de l'attractivité du territoire. Eux, depuis qu'ils sont là, ne sont jamais venus. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas à quoi ressemble un spectacle au Chanel. Et la seule directrice qui est venue, c'est la première que cette municipalité a embauchée, et elle est partie 1 an et demi après, en plein milieu, alors qu'elle avait des enfants scolarisés. Et sur quoi s'est fait le divorce? C'était sur son amour pour le Chanel. Et ça, il ne supportait pas quel est cet amour pour le Chanel. Je le dis parce qu'elle me l'a dit, évidemment. Je ne le dirai pas autrement. J'ai oublié son nom, mais c'était une personne vraiment très très bien. Voilà. Donc, voilà la réponse à la question, enfin, telle que moi je la formule. Mais il y a un autre sujet, j'en discutais avec quelqu'un hier, c'est l'histoire du chantage. Et je ne sais pas ce que veut dire ce mot, et je ne sais pas à quoi ça se rapporte. Donc j'ai plein d'hypothèses. Mais alors si le chantage, c'est demander à ce que les engagements soient respectés, mais je ne vois pas en quoi c'est un chantage, mais je ne sais vraiment pas à quoi ça se rapporte. Si ça se rapporte au fait qu'on a dit que les prochains feux d'hiver, pour qu'ils aient lieu, il faut qu'on aille en dehors du Chanel, parce qu'il y avait tellement de monde, il faut qu'on augmente la capacité d'acceptation de jauge de public, afin qu'on augmente la jauge, qu'il y ait plus de propositions artistiques. Voilà, on l'a dit, mais c'est notre regard de professionnel, c'est notre fonction d'évaluer tout ça. Mais il n'y a pas eu de chantage là-dessus, et Feux d'hiver, c'est pas le Chanel qui a abandonné Feux d'hiver, c'est la région qui l'a écrit, et dans sa lettre, elle est très claire, c'est parce qu'il n'y a pas de volonté locale de faire Feux d'hiver. C'est pas nous qui l'avons écrit, c'est quelqu'un qui s'appelle Xavier Bertrand, c'est pas nous. Voilà, donc voilà, c'est aussi les énigmes qui traînent. Vous dites qu'il y a 4 parties prenantes pour le Chanel. On entend parler de la mairie, mais pour les 3 autres, quelles sont leurs réactions? Est-ce que vous avez des retours? Quelles sont leurs influences à chacun? Est-ce qu'ils vous ont contacté? Est-ce que vous les avez contactés? Voilà, merci. Vous savez, je pense que les relations entre les collectivités sont un peu codées, c'est-à-dire qu'il y a quand même la difficulté d'une collectivité de faire part à une autre de ses désaccords, en tout cas publiquement. Moi, ce que je peux dire, c'est que j'ai un soutien, et cette scène nationale a un soutien absolu de l'État, du ministère de la Culture,
Je les ai rencontrés il y a deux mois. Ils sont venus ici il y a 15 jours. Et tout me confirme qu'ils ont un regard sur le travail qui a été fait ici, sur ma personne, je vais le dire aussi, qui est sans ambiguïté. Vous savez, dans ce genre de situation, quand j'ai été les voir, il y a toujours, comment dire, la possibilité que quelqu'un vous dit, bon, d'accord, la ville fait ci, fait ça, mais quand même, vous avez agi de telle façon, vous avez raconté ça, vous avez écrit ceci. Là, il n'y avait pas une nuance, il n'y avait pas le moindre reproche. Enfin, je veux dire que le regard de l'État central, je parle de l'État central, c'est-à-dire du ministère de la Culture, de quelqu'un qui s'appelle Christopher Miles, qui est directeur général de la création artistique, est absolument dithyrambique par rapport au Chanel. Mais vraiment, je le dis parce que c'est vrai. Voilà. Après, pour le département, la région, voilà, je pense que les choses se passent un peu dans la coulisse. Moi, j'en suis pas nécessairement ni l'auditeur, ni le spectateur. Mais voilà, la question se pose en fait, à quoi sert une convention si on ne la respecte pas? À quoi ça sert de passer plus d'un an à la négocier, à travailler chaque fin de phrase, à travailler chaque mot, si au final, sur une chose aussi essentielle que le subventionnement, on peut passer outre, faire ce qu'on veut. Voilà, ça c'est une vraie question. Voilà. Donc moi je peux parler pour l'État. Enfin, je ne parle pas pour l'État, je témoigne de ce que l'État m'a dit. Et je ne sais pas si ici il y a des représentants du département, mais la représentante de la conseillère du président est très active pour la défense du Chanel. Caroline Matra aussi, en conseil d'administration, qui est la représentante du département. Pour la région, il y a deux représentants, Madame Maliard, qui était directrice de cabinet, je crois, de Madame Bouchard, et puis une autre représentante qui s'appelle Edith Varret de Dunkerque. Et donc là, c'est deux pôles, quoi. Edith Varret, elle vient au spectacle, chaque fois qu'elle vient, elle est enthousiaste sur le lieu. Madame Maliard, elle ne vient pas, et en conseil d'administration, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grande sympathie pour ce que nous sommes. Voilà, ce que je peux dire. Et pour ce qui concerne son président, Xavier Bertrand, moi j'ai toujours eu une excellente relation avec lui, voilà, très franche et pour autant très cordiale. Voilà ce que je peux raconter là-dessus. Je peux difficilement aller plus loin sur votre question. Est-ce qu'il serait possible de rappeler le poids financier de chacun des quatre financeurs, si on peut dire comme ça? On reçoit du département une subvention de 448 000 €. On reçoit de la région une subvention de 717 500 €. Je parle en TTC. On reçoit de l'État 695 000 € et de la ville de Calais, eh bien, normalement 900 000 € et dernièrement, peut-être cette année, 550 000 €. Et ces quatre montants énoncés, donc avec 900 000 € de la ville de Calais, sont signés dans une convention, comme le disait Francis, qui dure 4 ans et qui normalement devrait être respectée. Par rapport à la convention signée, il y a des engagements. Donc ils sont signés noir sur blanc. Y a-t-il pas des moyens administratifs et coercitifs pour obliger la ville à verser ce qui est engagé? Quand moi je suis chef d'entreprise, quand je m'engage sur quelque chose, j'ai un contrat, je dois le respecter. Si je ne le respecte pas, on peut me mettre au tribunal. Donc je ne sais pas si le Chanel peut mettre la ville de Calais au tribunal administratif, parce que je pense que c'est le lieu juridique qui peut permettre d'obtenir ce qui est signé. Je parle bien de la convention signée. Et voilà, donc je voulais savoir si le Chanel envisageait des démarches un peu plus coercitives vis-à-vis de la ville de Calais. On s'est dit comment on peut vivre dans un monde comme ça sans être honnête, sans respecter un minimum des engagements. On peut comprendre qu'il y ait des situations particulières, mais
mais en tout cas ça ne se fait pas dans la discussion avec la ville de Calais. Et en fait, dans cette convention, il est noté que chaque subvention sera... L'engagement de la subvention est voté au conseil municipal. Et donc c'est le conseil municipal qui décide de la réelle subvention. Donc, pourrait revenir sur la subvention qui est notée dans la convention. Et ça, c'est comme ça pour toutes les... Après, cette question, on s'est posé, parce que moi, je répondais toujours en disant on ne peut rien faire. Et puis à un moment, je me suis dit, mais c'est un peu con, ta réponse, vérifie-le. C'est-à-dire que je répondais sur une espèce de réflexe conditionné de ce qu'on m'avait toujours dit. Et donc, j'ai interrogé notre avocat, et franchement, il y a un risque de perdre. Voilà, on va évaluer les chances à 25% de gagner. Et donc la sagesse, la sagesse veut... Je pense que le combat, il est politique, c'est-à-dire que s'il y a un rapport de... Je ne sais pas si le nombre, on va faire nombre là, 4000 signatures, ça fait nombre, ce qui va se passer, le ciné, ça va faire nombre, je ne sais pas si ce sera suffisant, mais je pense que... voilà, s'il y a une attention particulière, enfin, il y a une démonstration en tout cas qui se fait. Est-ce que la ville y sera sensible ou pas? J'en sais rien, j'en suis pas sûr, mais c'est en tout cas la seule voie qui reste. Il n'y en a pas d'autre, la voie juridique elle est vraiment trop incertaine. Voilà. Et j'ai fait faire effectivement l'étude par un avocat de droit public qui est très compétent sur ces questions et en particulier sur les rapports des structures culturelles avec les villes. Juste, ce qui est clair, c'est qu'on a découvert ça, nous aussi, en marchant, enfin, qu'on n'avait pas de recours avec cette CPO, cette convention. Et ce qui pose quand même une question qui n'est pas résolue sur le plan intellectuel, qui est à quoi sert vraiment une CPO? Parce que si elle sert à matérialiser un engagement et à fonder une vision sur les 4 années à venir, etc., et qu'en fait elle n'a aucune valeur juridique, alors vraiment on reste avec cette question, mais à quoi peut-elle vraiment servir? On n'a pas fini de réfléchir. Et donc je voulais savoir si justement les autres subventionneurs, on pouvait faire appel aux autres subventionneurs pour compléter. L'idée, en fait, c'est pas de remplacer un subventionneur. Sinon, il pourra toujours continuer à donner moins parce que les autres remettent de l'argent derrière. La question vraiment, c'est qu'est-ce qu'elle veut faire de ce lieu et si elle ne donne plus un sou, est-ce qu'elle a encore envie d'une scène nationale ici et de nous et du projet qu'on mène ici. Et puis après, les autres partenaires ont aussi leurs problématiques de vote de budget et ils ne peuvent pas ajouter 350 000 € comme cette année, comme ça, quoi. Et on a la chance d'avoir, comme Francis le disait, l'État qui nous suit énormément et qui nous a aidés un petit peu l'année dernière, aussi pour faire face à toutes les hausses de fluide avec ce lieu qu'on a, les mètres carrés qu'on a chauffés, c'est une hausse énorme. Et donc l'État est là et il nous aide un peu, quoi. Mais bien sûr, il peut pas remplacer un subventionneur. Oui, là, pour répondre de manière très carrée à votre question, la réponse est non. Ils ne se substitueront pas. Il faut imaginer une région, un département, un État. S'il compense le manque de la ville de Calais, une autre ville, un autre endroit va dire de toute façon l'État a compensé à Calais. Enfin, vous voyez, donc ce serait s'engager pour eux dans une espèce de cercle sans fin. Donc ils ne le feront pas. Leur fonction, c'est de remettre de la raison, je vais dire comme ça, dans les décisions de la ville, mais s'y substituer, ils ne le feront pas, et moi je ne le demande pas non plus. Enfin, je pense que le respect envers les subventionneurs suppose que
on constate la tenue de leur engagement, c'est déjà beaucoup, et pas qu'on leur demande de se substituer à d'autres, parce qu'on sait que pour eux ce serait une mécanique infernale, qui serait ingérable au niveau d'un État, d'un pays pour le ministère de la Culture, d'une région pour la région et d'un département. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de scènes nationales quand même dans cette région. Juste, pourquoi les autres partenaires ne pourraient pas aussi se substituer à la ville? Parce que ça n'aurait plus de sens qu'une scène nationale ne soit pas subventionnée par la ville dans laquelle elle est logée. Tout le travail qu'on fait ici, il est totalement lié au territoire, et donc c'est cohérent de travailler, enfin d'être aussi subventionné par la ville, puisque c'est pour la population notamment de cette ville et des alentours, et même bien sûr plus loin, mais voilà, on s'adresse à cette population-là locale, on ne s'adresse pas à une population dans une autre région, enfin, ou dans une autre ville. Donc ça n'aurait pas de sens que la ville se désengage totalement, aussi financièrement, du lieu. D'autant plus que les locaux, les murs, appartiennent à la ville. Pour terminer peut-être sur le sujet, au dernier conseil municipal, j'ai entendu la maire dire que Calais était parmi les villes qui subventionnaient le mieux sa scène nationale. Alors j'ai essayé de regarder, j'ai demandé au ministère de la Culture, il n'y a plus de tableau du ministère de la Culture qui est produit depuis 2006 d'une manière publique. Et il se trouve qu'il y a 2 jours, j'ai reçu l'étude 2021 du ministère de la Culture. Donc c'est au moment du conseil municipal, la maire ne pouvait être au courant, mais de rien du tout, quoi. De rien du tout. Et j'ai regardé sur ce tableau-là, et je crois que la ville de Calais est 52e sur les 77. Donc peut-être c'est en tête, 52e, mais bon, pas sûr non plus, quoi. Voilà. Non, mais je tiens à dire ça, c'est-à-dire ces choses qui sont assénées d'une manière évidente, comme si elles avaient été vérifiées, c'est incroyable, quoi. Incroyable. D'abord, je m'étonne qu'une scène nationale soit subventionnée avec le montant le plus élevé qui dépend de la ville. J'ai du mal à comprendre pourquoi. Une scène nationale n'est pas une subvention la plus importante par l'État. Deuxièmement, là on arrive donc à un moment charnière où il faut rediscuter d'une autre convention, mais quelle valeur ça a, puisque de toute façon elle pourrait ne pas être respectée, s'il y en a une. Sur la deuxième question, bah oui, moi j'en suis au même point de vue. Sur la première, ça c'est un peu l'histoire, vous savez, à Perpignan, où il y a une ville Front National ou Rassemblement National, vous savez combien donne la ville de Perpignan à sa scène nationale? Donc nous, ici, la convention, c'est 900 000 euros. Et ben, à Perpignan, c'est 4 millions d'euros. Voilà. Marie, on a une question qui attend depuis longtemps devant. Si tu peux. Un petit marathon. Voilà, je ne dis pas qu'il faut troquer, madame, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. C'est juste pour relativiser. Au niveau du lieu, ça s'articule comment avec la convention, puis avec la ville? Quelle est votre latitude pour le gérer? Il y a 2 grands documents qui gèrent la vie de la scène nationale. Le premier, on en a parlé plusieurs fois là, c'est la CPO, la Convention pluriannuelle d'objectifs, celle qui fixe par exemple le montant des subventions que versent les différents partenaires. Et le deuxième document, ça s'appelle une AOT, une autorisation d'occupation temporaire, qui nous donne accès à ces lieux, qui nous donne la liberté de disposer de ces lieux, et qui, quant à elle, n'a pas la même périodicité. Ça a toujours été un problème. C'est T comme temporaire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est une convention qui est renouvelée en principe chaque année. Là, pour l'instant, on est même sans convention d'ailleurs, sans autorisation, si je me souviens bien. Elle court jusqu'au décembre, d'accord, donc la prochaine n'est pas signée. Et dans lequel chacun s'engage
noue à utiliser le lieu dans son objectif premier. Et normalement, le propriétaire, c'est comme lors d'un bail, en fait. Hein, le propriétaire s'occupe de l'entretien normal des locaux, pas l'entretien habituel et courant, c'est-à-dire les fluides, etc., qui sont à la charge du locataire. Mais les réparations diverses sont normalement à la charge du propriétaire, qui, en l'occurrence, n'a rien fait depuis pas mal d'années. Alors, chaque année, en conseil d'administration, on constate la détérioration des divers lieux, parce que tous ont une dizaine d'années, et puis c'est vrai, enfin une vingtaine d'années, pardon. C'était 2007. Ok, alors je suis pas tellement au courant. Et j'ai toujours eu un problème avec les dates. Et donc il n'y a pas eu tellement d'entretien, et les divers lieux se dégradent. Moi j'ai eu longtemps peur, parce qu'on en parle chaque année au conseil d'administration en fait, de l'État. Alors il y a les services de la mairie qui viennent, les services techniques qui viennent régulièrement constater la même chose que l'on dit, c'est-à-dire que ça se dégrade et qu'il faudrait faire quelque chose. Il n'y a rien qui suit, depuis quasiment rien qui a suivi. Ce qui me faisait le plus peur, maintenant c'est la CPO, mais ce qui me faisait le plus peur pendant un bon moment, c'est qu'on en vienne à arriver à un moment où les lieux ne pourront plus accueillir de public. Et que donc la scène nationale meurt de cette mort-là. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas accueillir le public, ben vous ne faites plus de scène nationale, vous ne faites plus de spectacle. Et il y a des lieux comme ça qui, je pense en particulier au chapiteau par exemple, qui étaient utilisés quotidiennement, Didier pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais qui étaient utilisés quotidiennement par le Cirque à Sophie par exemple, et c'était infernal quoi. Qui plus est, ces lieux, vous parliez également de rénovation thermique, c'est un très beau sujet, effectivement. Il faut dire que l'architecte Bouchin, lorsqu'il a réhabilité ce lieu, il est habitué à des réhabilitations de lieux qui étaient à vocation industrielle. C'est vrai qu'on ne pensait pas énergie à l'époque, on ne pensait pas écologie. C'est vrai que ce n'était pas une vraie préoccupation. Ce qui serait bien, c'est que si la mairie touche 44 millions, si vous m'annoncez le chiffre là, ça serait bien qu'il y en ait un petit peu qui arrive pour rénover les locaux qui lui appartiennent. C'est-à-dire ceux-ci, quoi, en fait. Et qui puissent au moins envisager un futur serein en ce qui concerne l'énergie, par exemple. Enfin, autant aussi serein qu'il puisse l'être, quoi, en fait. Merci. Jean-Pierre, je suis élu municipal, non majoritaire, je précise. Plusieurs réflexions avec tout ce qui a été dit. La première qui me vient, mais je crois qu'elle a déjà été évoquée, à quoi sert une CPO? Bon, je dirais ça autrement. Que vaut la signature du maire de Calais? Je crois qu'on, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Est-ce que vaut la valeur du papier sur lequel elle est écrite? Je ne sais pas. On peut en douter. Je crois avoir noté que c'était 780 000 euros sur les 4 années de convention qui manquent. 795 000 euros qui manquent au budget du Chanel, c'est-à-dire quasiment un an de subvention de la ville. Voilà. Ensuite, donc, je suis également attentif à ce qui se passe au conseil municipal. Et c'est très très déstabilisant d'y assister et même d'essayer d'y intervenir parce qu'on a lieu quotidiennement à des inversions orwelliennes. On a l'impression d'être en 1984, la paix c'est la guerre, on est meilleur subventionneur alors qu'on est 52e sur 77. Le chantage c'est le Chanel qui le fait alors que s'il y a une entité qui fait un chantage à la subvention, c'est bien la mairie de Calais en menaçant de ne pas verser l'intégralité des subventions si le projet ne lui plaît pas. En même temps, on entend dire que le projet du Chanel il est très bien, que tout ce qui s'y passe est très très bien, mais que le problème c'est le directeur. Or c'est le directeur qui rédige le projet. Voilà, donc c'est un petit peu déstabilisant d'essayer d'avoir un discours rationnel et construit face à de telles déclarations. Et au final, je me pose la question, mais où est-ce que ça cloche en fait? Et j'ai une intuition, j'ai le sentiment
quelque chose qui est absolument insupportable pour la majorité, c'est la notion de liberté et d'indépendance. Et on le voit par exemple avec certaines associations environnementales qui ne sont pas subventionnées par la mairie, donc qui ne sont pas sous sa coupe financière, et qui ont été récemment exclues du Forum des associations, sous couvert d'être des associations politiques, alors qu'elles n'ont jamais pris de position politique, mais se sont simplement exprimées sur la place du vélo en ville ou bien les questions climatiques. Donc voilà quelques observations que je voulais faire, et puis je voudrais remercier le Chanel de nous permettre de respirer. Merci. Nous sommes dans un bras de fer, dont je ne vois pas tellement la solution. Mais la chose qui m'interpelle le plus, c'est qu'une ville pauvre veuille reprocher au Chanel une politique de trop bas tarif. J'avoue que là, sur un plan culturel, qu'on ose le dire, je connais des municipalités qui on le dit de façon déguisée, mais là, on ose le dire. Alors, moi, je m'adresse à M. Peduzzi, parce que je pense que vous êtes partisan de cette politique, puisque vous la menez constamment. Et je me dis, je ne sais pas, peut-on vous enfermer quelques jours avec Madame Bouchard, un peu fermé, et vous sentez-vous la possibilité ou de la faire craquer? Parce que je trouve que, non mais s'attaquer totalement comme ça à la culture dans une ville pauvre, c'est scandaleux. Je ne sais pas ce qu'en pense l'Assemblée. La solution du problème, puisque, bon, je ne sais pas, vous savez, l'amour et la haine, c'est très près au fond. Alors, est-ce qu'on est dans cette situation? Je m'excuse d'entrer dans votre intimité. Merci pour votre humour, Madame Baud. Oui, mais moi je pense ça, d'ailleurs, je pense qu'on va prendre une initiative. Je pense que le problème est assez simple en fait. Voilà, il y a eu des engagements, on se met autour d'une table et puis on voit comment les engagements peuvent être tenus. Je veux dire, les chiffres, ils ne se discutent pas, ils ont été négociés pendant plus d'1 an. Et ils ont été signés. Donc mettons-nous autour d'une table, tranquillement, regardons les effets qui ont été produits, et puis discutons entre gens adultes et responsables. Voilà. Moi, je pense comme vous, hein. C'est ça. C'est ça la solution. Voilà. C'est ça. Et sur les tarifs, oui, mais les tarifs, en fait, je pense que c'est même pas ma volonté, ça me précédait. C'est-à-dire quand je suis arrivé dans cette scène nationale avec quelqu'un qui s'appelle, enfin, en prenant la succession de quelqu'un qui s'appelle Henri Taquet, qui a d'ailleurs écrit une très belle lettre qu'on a mis dans la dernière passagère. Moi, je me suis engouffré à la fois dans la structure budgétaire qui était la sienne, où franchement, la billetterie représentait très peu dans l'équilibre du budget, et puis on a continué comme ça. Et puis au fil des années, la billetterie, la tarification qui a fait l'objet et qui continue entre nous de faire l'objet de débats extrêmement profonds. Cette tarification, elle s'est patinée au fil du temps, et là on a trouvé un truc assez simple qui fonctionne, et je pense qu'il y a quelque chose comme étant le point nodal du projet, c'est-à-dire que si vous modifiez la tarification, il y a quelque chose il y a un enchaînement qui se produit, il y a moins de places qui seront vendues, ça sera plus compliqué. Par exemple, ils voulaient qu'on fasse un abonnement, mais pourquoi faire un abonnement? Quelqu'un vient une fois dans la saison, c'est parfait. Quelqu'un vient 10 fois, c'est parfait aussi. Mais pourquoi pénaliser celui qui ne viendrait qu'une fois? Peut-être qu'il vient une fois et tout d'un coup, il découvre... Enfin, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie de cette fois-là qui le transforme et qui transforme son rapport à l'art. Donc, c'est ça que moi, que je veux préserver. C'est-à-dire la capacité pour une population
pauvres, comme vous l'avez dit, de venir ici. Puis des fois même, ça me fond le cœur, hein, je vois des familles qui viennent, 3 personnes, 21 €, c'est pas neutre. C'est pas neutre du tout. Bon, voilà, après on essaie... Et je sais bien qu'il y a plein de gens qui payent 7 € qui pourraient en payer 14. Mais ça, après, c'est au prix d'une homogénéité du public. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que ceux qui peuvent payer 14 qui sont là, vous avez des strates sociales qui disparaissent. Alors, invisibles au début et ensuite beaucoup plus visibles. Et moi, ça m'intéresse qu'il y ait toutes les classes sociales, enfin le plus possible. Moi, je travaille pour les pauvres, en fait. Voilà. Alors moi je suis Marion, je suis responsable de projet de territoire depuis maintenant 12 ans au Chanel et je voudrais rebondir, en tout cas prolonger sur en effet ce qui vient au Chanel et cette politique tarifaire, enfin cette volonté parce qu'on s'adresse, Mathilde le disait tout à l'heure, on s'adresse à la population, on s'adresse à des gens, on s'adresse à des enfants et je reprends le fil. Le Chanel, c'est pas que les spectacles. Bien évidemment, c'est les spectacles, mais il y a tout ce qu'on fait tous les jours. Nous sommes 3 personnes à être responsables de projets de territoire. Qu'est-ce que ça veut dire, responsable de projets de territoire? Ça veut dire inventer des histoires, construire des projets entre les gens, la population et le lieu. Ce qui se passe dans ce lieu. Les auteurs qui viennent à la librairie, les chefs cuisiniers d'Afrique du Sud qui débarquent aux grandes tables, les artistes des spectacles, les pas que, enfin voilà, notre métier c'est ça. Et on le fait pour qui? On le fait pour les écoles primaires et maternelles du Forgnolet, on le fait pour les collèges et les lycées du Beaumarais, on le fait... Voilà, enfin, la liste elle est hyper longue et je peux pas tout dire, mais... Voilà, il y a des choses qui me viennent comme ça très fortes, des femmes de l'association La Parenthèse qui ont vécu une semaine avec Didier Super, toutes ces écoles qui viennent sur des ateliers, pendant 3 jours, on va avoir 3 classes du collège Martin Luther King qui vont venir passer 5 heures par jour avec une des comédiennes du collectif 49-701, les 3 mousquetaires. Voilà, le Chanel, c'est ça aussi. Et quand on n'a pas de sous pour faire des spectacles, on a aussi moins de sous pour faire ce genre de projet. Et tout d'un coup, nous, notre travail, il est entaché de ça. On peut plus vraiment le faire, quoi. Ou peut-être on peut plus le faire comme on voudrait le faire. Et au-delà, peut-être des mensonges, du chantage, de cette pression constante, quotidienne, depuis maintenant très longtemps, c'est vraiment, ça fait mal au bide, quoi, de se dire qu'il y a des choses qu'on voudrait faire et qu'on ne peut pas faire, et que ces choses-là, elles se font pour tout le monde. Voilà. En fait, on marche beaucoup avec des suppositions en imaginant quelle était la personne d'en face, c'est-à-dire qu'on a des représentants communaux, des municipaux, qui ont une idée du Chanel et qui n'y viennent pas. Donc il est compliqué de savoir ce qu'ils pensent du Chanel, ces gens-là. Et par contre, de l'autre côté, vous supposez beaucoup aussi ce qu'ils peuvent imaginer les représentants communaux, puisqu'on... Vous ne savez pas bien quelle stratégie ils mettent en place pour, comme ça, abîmer le Chanel, son directeur et tout ça, quoi. Donc, et c'est là où je rejoins la personne précédente, c'est en fait, est-ce qu'il n'est pas possible de vous rapprocher, de vous réunir, de trouver une manière de parler autour d'une table, peut-être avec des représentants d'État, du conseil départemental et régional, mais mettre en place cette réunion et savoir ce que pense l'autre de celui qui est en face, quoi. On voit pas, sinon ça va pas bien avancer tout ça, quoi. Alors, non, mais il y a des conseils. Alors, dans les conseils d'administration, les préparations liées au conseil d'administration, ce sont des assemblées précisément. On est tous autour d'une grande table et où se posent des actes importants. Par ailleurs, notre désir
d'avoir la possibilité d'échanger avec la mairie. Il a été formulé par le passé plusieurs fois et la réponse a été assez définitive. C'est-à-dire, c'est un désir qui n'était pas partagé. Et donc, bon, voilà, après, dans la situation présente, là, les propos relayés par la presse locale ont été tellement loin qu'on s'est senti d'abord abasourdi, totalement abasourdi, et puis dans le besoin de rétablir une discussion avec les autres partenaires, en fait, et donc l'État en particulier, et qui se comporte un peu comme un médiateur là à l'heure qu'il est, quoi. Et donc donc nous on reste complètement accrochés aux institutions, hein. Enfin, l'idée que c'est par les institutions qu'il faut qu'on... Enfin, outre la force du nombre, c'est aussi les institutions qui doivent à un moment donné, qui vont décider un peu du sort de cette scène nationale. Et donc, clairement, aujourd'hui, l'acteur majeur de la discussion, c'est l'État, quoi. Bon, voilà ce que je peux dire. Juste ce que Léna vient de dire sur la difficulté de discussion, il faut savoir qu'en 2012, la maire a décrété qu'elle ne voulait plus jamais me parler. 2012. Et donc, de 2012 à 2014, c'est le président qui allait, puis elle a vu qu'elle ne mettrait pas une feuille à cigarette entre lui et moi, donc elle a décrété qu'à lui aussi, elle ne voulait plus parler. Non, mais c'est des réalités. Voilà. Alors après, je l'ai rencontré quand même, parce que quand on a fait l'Anglois, c'était difficile de ne pas me rencontrer. Enfin, vous voyez, mais franchement, une discussion dans son bureau avec elle, j'en ai vécu qu'une en 2008 avec le président. Je n'en ai plus jamais eu. Donc quand elle dit, parce que quand même au conseil municipal, elle dit que j'insulte les techniciens et les élus de la ville tous les matins. Enfin, c'est incroyable de dire un truc comme ça. Enfin, mais moi, je suis alors vraiment ouvert à la discussion et je suis le... Enfin voilà, elle appelle, elle dit Monsieur Peduzzi ou Francis Peduzzi ou ce qu'elle veut, venez parler avec moi. Moi, j'y vais tout de suite, évidemment. Mais sur une vraie base. On va pas... voilà, sur une vraie base. Et la base, c'est quoi? La base, c'est ses engagements. Il ne peut pas y avoir d'autres bases de discussion. Et moi, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème avec elle. Hein. Franchement, j'ai aucun problème. Voilà. Donc, je peux pas mieux répondre que ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'État un peu qui fait la médiation. Mais moi, je suis prêt à aller seul, voilà, la voir, et seul ou accompagné, enfin, selon ce qu'elle désire, quoi. Pour discuter. Je voulais ajouter quelque chose. C'est pour compléter, en fait, enfin, nous, on souhaite tous qu'il y ait une discussion et que ça se passe bien. Et la problématique, c'est, moi là, je suis là depuis 10 ans et en fait, à chaque fois, au conseil d'administration, en tout cas que nous on tient, au mois de mars de l'année en cours, on a une annonce, pas de Madame Bouchard, mais de Monsieur Pestre ou d'un représentant, qui nous dit, bah voilà, vous aurez tant de subventions. Donc on y croit, enfin, ben non, ça fait 3 ans où en fait, 3 mois après, on apprend que c'est 200 000 euros en moins, que c'est 100 000 euros en moins, et du coup, ben on ne sait plus ce qui est juste, on n'y croit plus à ce qu'ils nous disent. Donc c'est ça, c'est hyper dur. Nous, on respecte nos engagements, on remplit nos missions. Et eux, malheureusement, bah, on y croit. Enfin, voilà, on veut aller, ok, on a un petit peu moins, mais en fait, non. Là, 350 000 euros en moins. Du coup, une discussion, ça serait super si derrière, tout est respecté. Si leurs engagements sont respectés. Mais le problème, c'est qu'on nous dit des choses et 2 mois après, 3 mois après, ils reviennent sur leurs décisions et on l'apprend au conseil municipal ou le lendemain du conseil municipal en regardant la vidéo. Alors que notre année est déjà entamée, la programmation est déjà faite de fin d'année. Et... Oh, pardon, je suis un peu sensible. Oui, je voudrais dire que la culture, par essence, elle est iconoclaste. Elle est là pour déranger, pour poser des questions qui fâchent. Et évidemment, les forces conservatrices se sentent agressées. Elles ont l'impression que les spectacles, en fait, sont dirigés en permanence contre eux. Alors qu'en fait,
c'est l'essence même de la culture, de poser ces questions. Donc, il y a, à mon avis, déjà mal donne à ce niveau-là. Je voudrais aussi présenter aussi les gens qui sont là. J'imagine que vous vous demandez qui on est, en fait. Et on est les représentants, donc, de chacun d'entre vous. Et pourquoi on est là? Parce qu'on a été élu à un moment, donc on n'est pas là par hasard. Donc, je voudrais insister sur le fait que vous pouvez, quand vous prenez vos places, donc prendre une carte d'adhérent, ce qui vous amène à avoir la possibilité d'avoir des informations supplémentaires sur ce qui se passe au Chanel, et de voter donc pour les gens qui sont ici, c'est-à-dire pour vos représentants. Évidemment, ce type de réunion est important parce que ça permet d'abord de vous connaître et de faire remonter les avis de chacun auprès du conseil d'administration. Donc, je voulais insister sur l'importance de ce type de réunion qui permet d'avoir un rôle qui est tout à fait essentiel. Donc voilà, c'est deux choses que je voulais dire pour que finalement la communication puisse passer entre vous et le conseil d'administration. Connaissant un peu comment agit notre maire, moi je n'y crois pas au dialogue, je pense qu'il n'y en aura pas, je pense pas, j'ai peut-être tort, mais quand je vois ce qui s'est passé avec la Maison pour tous ou pour d'autres associations, et comment elle est dans son truc, et voilà, un peu à l'image de notre président, elle fait son truc, et on n'a un peu rien à faire de ce qu'on pourra dire, et j'ai un peu peur de nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'ai l'impression que de toute façon, on aura beau faire quelque chose, je suis peut-être un petit peu pessimiste, mais j'ai un petit peu peur de ça. Est-ce qu'elle va nous écouter? Comment on peut agir? Parce que là, j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui est sourd et qui ne nous écoutera jamais. Merci. Marie, t'as passé le micro, oui. Bonsoir, Marie. Ma question, c'est une ville, un maire, elle ne veut pas vous recevoir, mais il y a d'autres partis. Vous dites que le ministère de la Culture, il est plutôt de votre côté. Alors pourquoi pas une médiation organisée par le ministère de la Culture? S'il faut faire une pétition adressée au ministère de la Culture en demandant, puisque elle n'est pas... d'après tout ce qu'on entend, elle ne veut pas discuter avec vous. Mais pour moi, une région, c'est au-dessus d'une ville. Un État, c'est au-dessus d'une ville. Il y a bien un moyen, au moins, de pression pour dire qu'il y ait une rencontre avec un médiateur qui soit l'État. Et ça, on peut leur demander. C'est pas la même chose de demander à une ville de respecter ses engagements quand le lieu qu'il s'agit de défendre est déserté, quand on sent qu'il y a de l'usure, de la fatigue, qui ne correspond plus à grand-chose, qui a la nécessité de passer vraiment dans une autre histoire, qu'une scène où, moi je le dis, je ne suis pas usé, pas plus qu'Ariane Mouchkine qui a 83 ans, moi j'en ai beaucoup moins, et une scène qui est soutenue, voilà, comme elle l'est, dont on voit bien la vitalité. La vitalité, c'est le nombre de personnes au spectacle. C'est ce que moi je vis dans les réunions d'équipe toutes les semaines. Je veux dire que ça pulse les idées. Enfin, vous voyez, on n'est pas une équipe fatiguée au sens d'une équipe sans idées. C'est le succès de la librairie, c'est le succès des grandes tables, je veux dire leur réussite économique et tout ça. Voilà, tout ce mouvement-là, cette réalité va, j'imagine, c'est mon utopie, va leur donner de la force pour dire, écoutez, il faut vraiment respecter vos engagements, quoi. Voilà, moi c'est la seule chose que j'ai en main, enfin la seule carte que j'ai en main, il y en a pas d'autre. Je ne sais pas ce que va produire la lettre d'Ariane Mouchkine, je ne sais pas comment va se saisir la presse nationale de la lettre d'Ariane Mouchkine. Puis il y aura peut-être d'autres événements, aussi d'autres lettres, d'autres actions. Je ne sais pas ce que va faire et produire dans cette ville le 6 mai. Et peut-être maintenant on peut passer à cette chose-là, mais c'est pas moi qui vais en parler. Ben, vous voyez, voilà, c'est pas qu'on navigue à vue. Enfin, je crois qu'il y a une stratégie et des objectifs qui sont bien définis.
mais on est obligé à chaque fois de mesurer ce qui a été produit, l'acte qu'on pose, ce qu'il produit, comment après on peut continuer, parce que oui, il s'agit quand même de quelque chose qui ressemble à un combat. Non mais en fait Clara nous fait signe qu'on avait dit jusqu'à 8h30 et ça va être là. Et juste donc moi je voulais dire un truc, c'est que il y a un espèce de faisceau comme ça dirigé à l'encontre du directeur de la scène nationale et qui rétrécit un tout petit peu la possibilité de réfléchir à ce qui se passe vraiment. En tout cas, ce travail qui a lieu au Chanel au quotidien, il est impulsé évidemment par un contexte, un cadre qui est donné par Francis, mais qui permet à chacun, je pense, de grandir et d'exercer son regard critique et aussi de rentrer d'autant plus du coup en débat avec, dans le cas d'une réunion d'équipe par exemple, parce que plus on mûrit et plus on est capable d'entrer en désaccord en fait avec les autres. Et je pense que notre équipe aujourd'hui, elle est exactement à cet endroit-là. Il n'y a jamais eu autant de possibilités de discuter vraiment entre nous de ce qu'on fait et du sens qu'on donne à ce qu'on fait. Et donc, on se sent très atteint par la situation. Et elle ne se résume pas, pardon, ça m'émeut, elle ne se résume pas à une histoire de conflit à deux balles entre un individu et un autre. Ça, c'est un leurre, je trouve qu'il est dangereux. Et donc, regardons ce qui se passe pour un projet dans son entier et toute une équipe et des tas de gens qui se vivent, en tout cas, comme des auteurs de ce projet. Voilà, je voulais juste ajouter ça. Je voulais tout d'abord dire comment le Chanel a changé l'image de cette ville. Ça a été un peu explicité par la dame avec la marinière, dont je ne connais pas le nom. Voilà. Marion, mais qui a montré en fait qu'avec la culture et ce genre de choses, on pouvait changer l'image d'une ville. Il y a eu des expériences similaires à Valenciennes, par exemple. Moi, j'ai connu Valenciennes aussi quand ils étaient au fond du trou. Bon, on voit ce qui est devenu Valenciennes maintenant, et tout ça, ça vient aussi de l'influence de ces acteurs culturels qui ont travaillé énormément. Et moi, je tiens à les féliciter tous, vous tous ici, pour ce travail qui a été fait, parce que je crois que c'est l'essentiel de l'activité du Chanel. En dehors du fait d'aller voir des spectacles agréables, etc., ça change l'image d'une ville et ça change la mentalité des gens. Vous voyez ? Voilà, maintenant, on va essayer de ne pas avoir de langue de bois, et on va essayer de revenir un peu à l'antériorité. Moi, je me rappelle d'une époque en 2008, si vous voulez, où il y avait un monsieur qui s'appelait Tablantec et qui utilisait systématiquement des diatribes sur Madame Bouchard, etc. Donc, ça a mal commencé, quoi. Et on ne va pas avoir de langue de bois depuis 2008, c'est la guerre entre le Chanel et la municipalité. Il ne faut pas se faire d'illusions, même si ce n'est pas aussi évident. Alors, récemment, ça a totalement dérapé, alors on se demande pourquoi. Est-ce que c'est la perspective du départ en retraite de M. Peduzzi? Est-ce que c'est Madame Bouchard, je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, Toujours est-il que maintenant ça dérape. Et ça dérape au détriment du Chanel, si vous voulez. Il faudrait que vraiment on se dise, on ne va pas gâcher ces 30 ans de travail par cette querelle qui, en fait, ce psychodrame, il y a d'autres choses importantes en ce moment. Il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Europe, il y a les régimes de retraite et tout ça. Et il ne faudrait pas non plus que tout le monde vive dans son petit vase clos, etc. Donc moi, ce que j'engage nos responsables, c'est mettez-vous autour d'une table, trouvez la bonne solution, et qu'on retrouve un peu de sérénité. Merci. Et
Du coup, dernière question. Oui, une dernière question. Je vais être bref. Vous avez parlé tout à l'heure de déficit, plusieurs déficits, hein, donc on ne parle plus d'excédent, donc à juste titre, hein, en tant que trésorier d'une association, je sais ce que c'est, vous êtes en train de pomper dans vos fonds propres, hein, ce qu'on appelle les capitaux propres en entreprise. Donc ma question, elle est simple, simplement vous demander, est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, ce soir, on pourrait remettre en cause la pérennité de notre scène nationale dû à un problème financier, dû à la non-pérennité, dû à des problèmes financiers très, très importants. Je pense que vous avez déjà fait un budget pour l'année prochaine. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir, je crois que c'est un petit peu ce que tout le monde voudra entendre, est-ce qu'on peut encore sauver notre scène nationale d'un point de vue financier? Parce qu'on sait très bien que l'argent étant le nerf de la guerre, si financièrement ça ne suit plus derrière, malheureusement, on pourrait peut-être se poser des questions. Je sais que ça fait mal au cœur à tout le monde parce que c'est un lieu de vie depuis 30 ans et moi personnellement ça me touche énormément parce que j'ai grandi, mes enfants ont grandi avec le Chanel. Donc j'attends un petit peu de savoir si on pourrait de ce fait-là, la pérennité financière du Chanel pourrait être mise en cause à court terme ou à moyen terme s'il n'y a pas de solution. C'est pas pour eux, elle est fin 2023, on est exempt. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc voilà, c'est la réalité. Après, moi, je suis pas là à me morfondre et être... voilà, je suis pas... Je ne sombre pas dans le pessimisme, je me dis que la raison va l'emporter. Enfin, la raison ne peut que l'emporter. Mais si je regarde objectivement les chiffres aujourd'hui, oui, à la fin de l'année civile 2023, on a éclusé tous les fonds propres, on a un déficit donc qui aura totalement, un deuxième déficit de suite qui aura totalement asséché ça, et en 2024, je ne sais pas comment on fait une programmation, quoi. Or, la programmation 2024, elle se prépare maintenant. C'est-à-dire quand ils nous ont annoncé les moins 200 000 l'année dernière, et les moins 350 qu'ils ont annoncés il y a 3 semaines, nous on avait fait 22, 23. Donc ces 2 années-là étaient déjà entamées. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Elles ont été faites et pensées sur la base de 900 000, parce qu'il n'y avait aucun signe qui nous disait qu'il allait y avoir moins 550 000 sur 2 années, quoi. Voilà. Donc la réponse est oui. À la fin de l'année, nous sommes exempts. Voilà. Il n'y a pas de conditionnel et tout, je suis affirmatif. Mais ça, c'est la réalité. On est combien? Le 11 avril, j'espère que le 30 juin, on sera dans une autre réalité. Je pense que vous ferez très bien l'affaire. Allez, dernière question. Oui, bonsoir, Patrick Roland. Voilà, je voulais... Alors, il y a plein de questions qui me viennent, mais bon, il y a eu des réponses qui ont été déjà plus ou moins faites. Bon, là, on est dans le cadre de la renégociation de la convention. Donc, on s'aperçoit que la ville est quand même le financeur principal, 900 000 €. Si elle, la maire Bouchard, si elle reste dans son délire de baisser la subvention comme ça, n'y a-t-il pas un risque que les autres financeurs se disent, bah, après tout, moi j'ai baissé aussi mes subventions. Et dans ce cas-là, on arrive à la mort du Chanel. Remarquez, c'est ce qu'elle veut. Deuxièmement, elle est quand même en position de force, malgré tout, la maire Bouchard, parce que elle est aussi des abattoirs, ça appartient à la ville. Donc si elle veut rien y faire, on l'a dit tout à l'heure, le Chanel va plus pouvoir recevoir le public, puisqu'il y a des normes de sécurité à respecter. Donc je pense que quand même, on va avoir dur à faire et notre salut va être de rester unis et puis de porter une parole unitaire face à Madame Bouchard. Alors après, moi je vais, sans langue de bois, je vais dire ce que je ressens par rapport à Madame Bouchard, parce que je commence à la connaître un peu, je l'ai un peu connue. Bon, j'ai fait partie d'anciennes municipalités de gauche, j'étais adjoint à l'époque, donc je suis fier que le Chanel ait été amené par
une municipalité de gauche, et j'ai la rage de voir que la maire Bouchard, elle fait tout pour foutre en l'air le Chanel de Calais. Alors que la scène nationale dans une ville comme Calais, c'est quand même un atout majeur. Moi, je n'y comprends pas. Je comprends pas son raisonnement. Si, sauf que la maire Bouchard, c'est là où elle va être difficile, attaquable. C'est qu'elle ne raisonne pas toujours politique. La maire Bouchard, elle raisonne en termes de haine. Elle a la haine de la gauche. Parce que pendant toutes les années où elle a été dans l'opposition, elle a ruminé tout ça, et maintenant, elle se défoule. Elle a la haine de la gauche. Moi, je le dis sans langue de bois. Regardez autour de vous. Tout ce qui a été fait par la gauche, elle a tout foutu en l'air. Bon, on va parler de la grande parade. Alors, ça n'a rien à voir avec le Chanel. Ça a disparu. On avait le Calypso. On pouvait y amener des concerts. On n'en fait plus. Le stade, rayé de la carte. Par contre, elle a amené sa petite sur la place d'Armes, etc. Vous voyez? Donc, elle a la haine de la gauche. Et c'est pour ça qu'il va falloir être fort, très fort et uni. Parce que même si on peut douter de ses capacités, bon, elle est quand même en position de force. Je dirais du bilan de la gauche et des actes posés par la gauche, parce que moi je ne suis pas la gauche. Moi je suis directeur de scène nationale et je travaille pour toute la population. Je voudrais faire cette distinction sémantique qui me paraît utile à faire. Voilà. Après, je ne sais pas, peut-être on va terminer là. Je ne sais pas, il y a on a répondu à d'autres questions, comment? Oui, le CIME, puis j'ai quelque chose à lire, comme envoyé à votre destination, donc je vais essayer de le lire sans craquer, parce que quand j'ai lu la première fois, j'ai pleuré. Alors, puis j'étais tout seul dans mon bureau, alors je vais essayer de le faire comme ça. Moi, je vous donne rendez-vous le 6 mai. Enfin, il y a 2 rendez-vous. Continuez à inciter à signer la pétition, je pense que c'est utile. Et le 6 mai, on va essayer de faire un moment. Léna, tu peux en dire 2 mots? Le 6 mai, on s'y met. C'est l'artiste de cirque Joanne Le Guilherme qui était en résidence ici il y a peu de temps qui a eu cette idée, à laquelle on a adhéré, de produire un acte, un premier acte qui va se dérouler sur la façade côté boulevard Gambetta du Chanel, à 19h, rendez-vous à 19h. Un acte qui a une dimension un peu symbolique. Et puis après ce qu'on pourrait appeler cette performance, cette séquence-là, on intègre l'enceinte du Chanel et là l'idée elle est très simple. Faire la fête, ramener ses saucisses, il y aura des barbecues dans une glacière pour qu'on puisse stocker vos glacières quelque part en attendant. Et puis il y aura de la musique, des compagnies se sont manifestées pour jouer spontanément. Et oui, gratuitement, ouais. Et donc il y aura une chorale aussi, la chorale de Cécile Tircuir, et là j'ai ma collègue Marion qui me dit de le dire. Bah oui, alors on me dit il faut pas le dire, mais on me dit il faut le dire. Alors bon, bref, il y aura plein de rendez-vous. Bah, alors qu'est-ce que j'ai le droit de dire? Bon. Le tire-laine, père et fils. Du coup, on a le droit de le dire. Donc, nous cherchons des gens pour former une mini-chorale pour une mini-chanson. Voilà, toutes les infos ont été envoyées dans la passagère. Vous venez 1 heure avec Cécile Tircuir et nous pour apprendre la chanson. Et le 6 mai, vous pouvez la chanter. Et voilà. Bon voilà, rendez-vous à 19h le 6 mai et si vous aimez les barbecues, ramenez de quoi. Voilà. Alors, je vais lire une lettre. Oui. Dernière intervention, allez-y. Oui, dernière intervention, M. Peduzzi, ainsi qu'à tous les membres du Chanel. Je veux que vous sachiez que ce soir, vous avez tout mon soutien. J'appartiens à l'entreprise calaisienne dont je tairai le nom.
On a eu la chance de faire plusieurs arbres de Noël ici pendant la réfection du théâtre de Calais. On a été reçus comme des dieux. On a été reçus vraiment comme on le mérite. Et aujourd'hui, mes pensées vont vers vous. Mes pensées vont vers vous. Pourquoi? Parce que quand le théâtre était en réfection, nous n'avions plus d'endroit dans Calais à part le Chanel pour y venir. Je ne vous parle pas d'un coût financier, je vous parle simplement d'un remerciement par rapport aux familles et à nos enfants de notre entreprise qui ont pu bénéficier de ce lieu pour passer un très bel arbre de Noël. Alors, vous allez me dire, on n'est pas le 25 décembre, mais on peut y croire, et j'espère que le Chanel, l'année prochaine, sera toujours un très bel arbre de Noël. Merci à vous, personne du Chanel, Monsieur Peduzzi, et à l'ensemble de vos collaborateurs. Lionel me dit tu chiales pas et monsieur me fait chialer. C'est une lettre des Ariettes, alors je vais la traduire en direct, c'est pour ça que je vais hésiter sur les mots. Les Ariettes, c'est une compagnie que peut-être certains connaissent, qui a une habitude de venir dans ce lieu qui fait des spectacles où l'on mange pour repérer, et qui habite en Italie, à côté de Bologne, dans une ferme. Ils font à la fois du théâtre, ils élèvent des animaux et ils cultivent du blé pour les situer. Alors voici, comme ça vous est adressé et qu'ils me l'ont envoyé ce matin pour vous la lire, je le fais. Léna m'aidera si ça cale. Chers amis du Chanel, chers amis de Calais, nous voudrions être avec vous ce soir. Nous chercherons de venir avec vous le 6 mai. Depuis à peu près 20 ans, nous fréquentons le Chanel. Pour nous, c'est une maison, la maison la plus belle, la plus accueillante que nous avons jamais rencontrée. Le Chanel est assez loin, et très loin des Ariettes. Les Ariettes, c'est le lieu où ils habitent, notre maison en Italie. Au Chanel, il n'y a pas d'arbres, au Chanel, il n'y a pas d'animaux, et pourtant, on respire le même air de liberté. On réussit à voir au-delà des murs un horizon lointain sur lequel projeter ses propres rêves, ses propres désirs, la possibilité de croire et de lutter pour une vie meilleure. Nous nous souvenons des matins venteux au Chanel, en marchant appuyés au pavillon, la grande halle, le chapiteau. En plein vent, c'est tellement inhabituel pour nous en Italie, nous avons souri, serré la main, embrassé des personnes dont nous nous sentions proches comme des frères, et qui nous ont accueillis toujours avec amour et fraternité. Le Chanel est un miracle, et nous pensons que rien et personne ne pourra le changer et l'éliminer parce que ses racines sont profondes. Elles fracassent le ciment le plus dur, arrivent au centre, au cœur, et dans cette terre merveilleuse où naît le théâtre invisible du cœur. Une petite répétition. Le Chanel appartient à tous. Voilà. Et c'est Paola et Stéphane.